Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo fait suite au cours sur le tricercle de Moore dans le cas d'un état de contrainte multiaxiale. Dans cette vidéo, un problème relatif à la triaxialité de l'état de contrainte avec résolution graphique est présenté. Les résultats obtenus graphiquement sont comparés à ceux donnés par calcul analytique en vue de leur validation. Avant de commencer et afin de mieux comprendre le problème et sa solution, je vous recommande vivement de voir ou de revoir la vidéo sur le cours consacré au tricercle de Moore. On va tout d'abord prendre connaissance de l'énoncé du problème. Les composantes du tenseur de contrainte sigma m au point M, relativement à une base cartésienne R, de vecteurs unitaires E1, E2, E3, sont données par la matrice sigma M telle que affichée. Les composantes de ce tenseur sont exprimées en mégapascal. Première question. Tracez le tricercle de Moore relatif à l'état de contrainte au point M. Deuxième question. Dans le plan de Moore, Tn, Théto, c'est-à-dire Tn en abscisse et Théto en ordonnée, relative à l'état de contrainte au point M, vérifiez si les vecteurs dont les coordonnées qui sont exprimées en mégapascal, les coordonnées suivantes, pourraient être des vecteurs contraintes agissant sur un plan donné. Donc le premier vecteur, il a pour coordonnées 10 en abscisse, 70 en ordonnée. Le deuxième vecteur, moins 20 en abscisse et 40 en ordonnée. Et le troisième vecteur, il a pour coordonnées en abscisse 20 et en ordonnée 40. Suite de la deuxième question. Si oui, déterminez graphiquement le vecteur normal à la facette n correspondant à chacun des cas. Validez le résultat obtenu en le comparant à celui donné par calcul analytique. C'est-à-dire c'est le calcul analytique qui va nous servir comme référence pour valider la méthode graphique. Troisième question. Soit le plan passant par le point M de vecteur unitaire n étoiles, qui est égal à 1 tiers de 2E1 plus E2 plus 2E3. Déterminer en ce point les deux composantes normale Tn et tangentielle Théto du vecteur contrainte agissant sur le plan. Et ceci par les deux méthodes graphiques. En l'occurrence, la première méthode, la méthode des angles, et la deuxième méthode, la méthode des rayons. Voilà, on a terminé avec l'énoncé de l'exercice. Comme vous pouvez le constater déjà, étant donné qu'il s'agit d'une résolution graphique qui requiert le tracé de cercles, d'arcs de cercle, de droite, ainsi que de mesurer des angles et des longueurs, il est indispensable de vous munir d'instruments de mesure et de dessin, tels que le compas, le rapporteur, une règle graduée, du papier millimétré et tout le nécessaire. Réponse à la première question. Tracé du tricercle de Moore. Le tracé du cercle de Moore nécessite la connaissance des contraintes principales. Or, quand on examine le tenseur donné, donc il n'est pas exprimé dans le repère principal. Donc la première des choses à faire est de déterminer les contraintes principales. La détermination des contraintes principales se fait par le biais de la
du polynôme caractéristique de la matrice, sigma 1, qui est donné par le déterminant de sigma moins lambda identité. On développe ce polynôme et on cherche les racines de ce polynôme. Nous constatons déjà qu'on a une première racine évidente qui est égale à 25, du fait que sur la première ligne de cette matrice, les composantes tangentielles sont nulles. Donc nous avons une première racine qui va nous donner une contrainte principale. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur le calcul des contraintes principales parce que j'ai consacré beaucoup de vidéos au calcul des contraintes principales. Finalement, on retrouve les contraintes principales comme suit. Sigma 1 égale à 50 MPa, sigma 2 égale à 25 MPa et sigma 3 est égal à moins 75 MPa. Donc, nous retrouvons les contraintes principales et on va les disposer dans cette matrice du tenseur de contraintes que j'appelle sigma P au point 1. Vous voyez que ce n'est pas la même appellation. C'est le même état de contrainte pour un même point, mais ils ne sont pas exprimés dans la même base. Donc, on peut disposer les contraintes principales dans n'importe quel ordre dans la matrice, c'est-à-dire sur la diagonale. Mais je vous recommande de les disposer de la façon suivante. La contrainte majeure, on va la mettre sur la première ligne. La contrainte intermédiaire 25 sur la deuxième ligne. Et la contrainte mineure sigma 3 de moins 75, on la dispose sur la troisième ligne. Après avoir déterminé les contraintes principales, nous traçons le tricercle de Moore, lequel est constitué de 3 cercles. Pour ce faire, nous choisissons une échelle. Nous avons pris 5 mégapascales par centimètre. Il est indispensable que cette échelle soit en conformité avec le format du dessin qu'on a. Nous portons sur l'axe des abscisses les contraintes principales sigma 1, sigma 2 et sigma 3. Chacun des 3 cercles, comme expliqué au cours, correspond à une famille de plans particuliers. N1 égale 0, N2 égale à 0 et N3 égale à 0. La réponse à la deuxième question comporte 2 volets. Le premier volet consiste en une vérification si les vecteurs donnés sont ceux de contraintes agissant sur un plan donné. Vérifions si les 3 vecteurs donnés peuvent être des vecteurs contraintes ou pas. Donc les 3 vecteurs qu'on a considérés ont pour extrémité A, B et C. Le premier vecteur qui a pour extrémité A par coordonnées en abscisse 10 et en ordonnée 60. Le deuxième vecteur qui a pour extrémité B a pour abscisse moins 20 et pour ordonnée 40. Et le troisième vecteur, dont l'extrémité est le point C, a pour abscisse 20 et pour ordonnée 40. La condition pour qu'un vecteur puisse être un vecteur contrainte en un point donné agissant sur un plan de normale n, il faut que son extrémité soit dans le domaine délimité par les 3 cercles, soit ce domaine-là qui est coloré. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que par exemple, pour le point A, il est en dehors du domaine, donc
le vecteur qui a pour extrémité A ne peut pas être un vecteur contrainte. Il est de même aussi pour le point B, qui n'est pas dans le domaine délimité par les trois cercles. Donc, il ne peut pas être aussi un vecteur contrainte. Par contre, pour le point C appartient au domaine délimité par les trois cercles. Donc, pour le point C, ce vecteur, il peut être un vecteur contrainte. Donc, son extrémité, c'est au point C, et son origine, elle est au point O. Donc, on va tracer ce vecteur contrainte dans le plan de mort. Ce vecteur contrainte, on va le noter par T, vecteur contrainte, au point M, relativement à une normale donnée, N. Et c'est cette normale-là qu'on va déterminer par la suite, dans la diapositive qui suit. Le deuxième volet de la question 2 se focalise sur la détermination graphique du vecteur normal à une facette sur la base de la connaissance des coordonnées du vecteur contrainte dans le plan de mort. Pour déterminer les composantes du vecteur normal au plan correspondant au vecteur contrainte dont l'extrémité est située au point C, il suffit de tracer trois cercles concentriques, respectivement au cercle de centre O1, centre O2 et centre O3. L'intersection de chacun des arcs de cercle avec le cercle de mort nous donne, via la connaissance de l'angle, une composante du vecteur normal au plan. Alors, pour cet arc de cercle, son intersection, elle va nous donner ce point. L'intersection de cet arc de cercle avec le grand cercle de mort, à partir de sigma 1, elle nous donne l'angle 2 alpha. À partir de ce point, on trace un rayon vecteur, et à partir de sigma, on rapporte l'angle de 2 alpha par le biais de ce rapporteur. Donc on a l'angle 2 alpha égal à 106 degrés. Pourquoi? Parce que cet arc de cercle correspond au normal dont la première composante N1 est constante. Et N1 est égal à cosinus alpha. Et on détermine l'angle alpha de cette façon-là. Pour le deuxième arc de cercle, qui est concentrique au cercle de centre O2, on est en train de le tracer. L'intersection avec le cercle de centre O1, elle va nous donner l'angle de bêta à partir de sigma 2. Donc cet arc de cercle, comme vous le constatez, c'est l'arc de cercle qui correspond aux extrémités du vecteur contrainte pour tous les plans pour lesquels N2 est constante. Et N2 est égal à cosinus bêta. On identifie l'angle bêta par le biais de la connaissance de 2 bêta, puisque dans le plan de mort, les angles sont doublés. Donc on va mesurer à l'aide du rapporteur l'angle de bêta à partir de 2 sigma sur ce cercle de mort. Et on constate que 2 bêta, après mesure, on trouve 2 bêta égale à 90 degrés. Enfin, nous traçons le troisième arc de cercle à partir de C, qui est concentrique à O1.
l'intersection de cet arc de cercle avec le grand cercle, il va nous donner l'angle gamma. Pourquoi? Parce que cet arc de cercle, il correspond aux extrémités des vecteurs pour les normales pour lesquelles 1,3 est constant. Et 1,3 est égal à cosinus gamma. Donc à partir de sigma 3 sur le grand cercle, on va déterminer, mesurer cet angle-là qui est 2 gamma. Donc 2 gamma est égal à 136 degrés. Donc à partir des angles de alpha, de bêta et de gamma, on va déterminer la normale au plan n qu'on va expliquer dans les prochaines diapositives. Récapitulons les résultats obtenus lors de la précédente diapositive. Ces résultats enregistrés pour la détermination graphique du vecteur normal au plan, dont le vecteur contrainte a pour coordonnées dans le plan de mort 20 et 40. Donc nous avons trouvé graphiquement que 2 alpha est égal à 106 degrés, donc alpha est égal à 53 degrés. Par conséquent, N1 c'est cos alpha, donc c'est 0,601. 2 bêta, on a déterminé que 2 bêta est égal à 90, bêta égale 45 degrés. N2, c'est la deuxième composante du vecteur contrainte, elle est égale à cos bêta, donc elle est égale à 0,707. La troisième composante pour N3, elle est déterminée à partir de 2 gamma. 2 gamma 136, donc gamma 68 degrés. Cosinus de 68 degrés, c'est 0,358. Donc la troisième composante du vecteur normal est de cos gamma est égale à 0,374. Donc comme on a vu au cours, chaque point dans le plan de mort, il correspond à 8 facettes d'un tétraèdre. Donc la normale n, elle aura pour composante n1 plus ou moins 0,601, n2 plus ou moins 707 et n3 plus ou moins 374. Donc on a bien détaillé lors du cours qu'il s'agit de 8 facettes d'un tétraèdre. 4 facettes dans la partie supérieure et 4 facettes dans la partie inférieure. Vérifions maintenant si le vecteur normal n est unitaire. Pour ce faire, on va considérer n1 au carré, plus n2 au carré, plus n3 au carré. On va vérifier si c'est égal à 1. Donc nous élevons au carré 0,601 plus 0,707 au carré plus 0,374 au carré. Donc c'est bien égal à 1. Donc on a bien vérifié que ce vecteur est unitaire. Afin de valider les résultats obtenus par la méthode graphique, on va faire une comparaison entre ces résultats obtenus graphiquement avec ceux déterminés par calcul analytique. Et c'est le calcul analytique qui nous sert comme référence. Nous avons déterminé le tenseur de contraintes, c'est-à-dire dans la base principale, les contraintes principales, et nous avons considéré dans le plan de mort le vecteur qui a pour coordonnées 20 mégapascal en abscisse, c'est-à-dire Tn égale à 20 MPa, et en ordonnée Tto est égal à 40 mégapascal. Donc nous avons obtenu N1, N2, N3 par la méthode graphique et nous allons les comparer par rapport au calcul analytique.
le calcul analytique est donné par ces expressions-là. Donc n1 au carré, qui est donné par, on l'a vu ça dans une séance de cours, dans une vidéo consacrée au cours, nous avons démontré ces formules-là. Donc en injectant les valeurs de T-tau qui est égal à 40, Tn égale à 20, les contraintes principales sont telles que sigma 1 égale à 50, sigma 2 égale à 25 et sigma 3 égale à moins 75. Donc nous déterminons N1 au carré et on détermine la valeur absolue de N1. Donc N1 nous permet de calculer aussi l'angle alpha, puisque N1 c'est cosinus alpha. Donc la valeur absolue de N1 c'est 0,6. Donc on détermine alpha 53,13. Donc alpha 53,13, c'est la valeur de alpha qui est donnée par la méthode analytique. Il est de même, on détermine N2 au carré par cette relation. Donc N2 au carré, N2 plutôt c'est le cosinus de bêta. Et on a l'angle bêta est égal à 45 degrés qui est déterminé aussi analytiquement. Il est de même pour N3 qui est déterminé par cette relation-là. Donc la valeur absolue de N3, 0,3741 et on trouve que gamma, c'est-à-dire gamma, c'est quoi gamma? N3 est égal à cosinus gamma. Donc gamma est égal à 68,03 degrés. Dans la prochaine vidéo, plutôt la prochaine diapositive, nous allons comparer les résultats qui sont donnés par la méthode analytique et la méthode graphique pour pouvoir tirer une conclusion de comparaison. Nous allons maintenant comparer les résultats graphiques avec le résultat qui est donné analytiquement. Alors pour ce faire, on doit d'abord porter quelques précisions. Nous avons utilisé un instrument de mesure qui est un rapporteur. Il est gradué dans l'incertitude due à sa résolution, c'est-à-dire la plus petite graduation, elle est de 1 degré sur le rapporteur. Donc l'incertitude est égale à la moitié de la résolution de l'instrument. Donc l'incertitude elle est de plus ou moins 0,5 degrés. Donc l'incertitude, je répète qu'elle est égale à la moitié de la résolution de l'appareil. La résolution de l'appareil c'est la plus petite, il est donné par la plus petite graduation qui est de 1 degré. Donc, en se référant au calcul analytique, nous allons comparer. Vous avez ce tableau-là. Nous avons déterminé les angles alpha, bêta et gamma par le calcul qui nous servent comme référence et par la méthode graphique. La méthode graphique nous a donné des angles avec une certaine incertitude. Cette incertitude va nous donner l'intervalle de tolérance. Donc, l'incertitude, comme elle est de 0,5, donc on va avoir plus ou moins 0,25 degrés. Si on compare pour l'angle alpha, la valeur qui est déterminée analytiquement, elle est de 53,13 et nous avons mesuré 53 degrés. Donc l'intervalle de tolérance, la tolérance elle est de 0,5, donc 53 plus ou moins 0,25 et on voit bien que 53,13 il est à l'intérieur de cet intervalle de tolérance. Nous pouvons dire que cette mesure est bonne pour l'angle alpha. Pour l'angle bêta, la valeur analytique est de 45. Graphiquement, on a trouvé exactement la même chose, 45 degrés. Donc ici, il n'y a rien à dire. C'est parfaitement la meilleure comparaison possible. En ce qui concerne gamma,
la valeur analytique est de 68,03 et nous avons trouvé 68 degrés. Et on voit bien que 68,03, elle est à l'intérieur de cet intervalle de tolérance. Donc, en se référant au calcul analytique, les valeurs déterminées analytiquement, ils sont à l'intérieur de l'intervalle de tolérance qui est donné par les mesures enregistrées. Par conséquent, et en conclusion, nous pouvons dire que la comparaison entre les mesures enregistrées et les valeurs déterminées par le calcul analytique, qui a servi comme référence, confirme la validité et la fiabilité des résultats donnés par la méthode graphique, c'est-à-dire les résultats enregistrés. La question 3 comporte 3 volets. Le premier volet est relatif à la détermination par la méthode des angles des deux composantes normales Tn et tangentielle Tτ du vecteur contrainte agissant sur une facette. Pour déterminer le vecteur contrainte et ses deux composantes normales et tangentielles par la méthode graphique, nous sommes amenés à déterminer le vecteur normal au plan dans le repère principal. Or, ce vecteur normal n'est connu que dans le repère R, c'est-à-dire le repère dont les vecteurs unitaires sont E1, E2, E3. Le vecteur N étoile, il est connu dans le repère R, qui est le repère donné de vecteurs unitaires E1, E2, E3. Ça, c'est le repère qui est donné, c'est le repère R. Pour faire le dessin dans le plan de mort, pour pouvoir faire le dessin dans le plan de mort et déterminer les composants du vecteur contrainte, nous sommes obligés de déterminer ce vecteur dans le repère principal. N, il doit être déterminé dans le repère principal, parce que la matrice du tenseur de contrainte sigma p pour le cercle de mort, elle doit être exprimée dans le repère principal. Nous avons les contraintes principales. La base principale, c'est E'1, E'2, E'3, qu'on appelle R'. Alors, pour déterminer ce vecteur dans cette base, nous sommes amenés à déterminer la matrice de passage qui permet de passer du repère R, E1, E2, E3, au repère R' qui est le repère principal, E'1, E'2, E'3. Or, E'1, E'2, E'3 sont inconnus. C'est les directions principales. Donc, pour déterminer cette matrice de passage, P, R, R' transposé, il faut d'abord déterminer les directions principales. Alors, on va effacer tout ça pour pouvoir continuer. Donc, il est nécessaire de déterminer les contraintes principales. Donc, la méthode graphique
nécessite la connaissance du vecteur normal au plan, qu'on a appelé n, ce vecteur, dont le repère principal R'. Pour ce faire, il est indispensable de calculer la matrice de passage P, R', R' transposée. Par conséquent, le calcul des directions principales est indispensable. Donc, on est contraint de passer au calcul des contraintes principales. Comme nous avons les directions principales, comme nous avons déjà déterminé 3 contraintes principales et que ces 3 contraintes sont distinctes, donc nous avons systématiquement les 3 directions principales, elles sont aussi distinctes, E'1, E'2 et E'3. Chacun de ces 3 vecteurs unitaires est associé à une contrainte principale. Donc E'1 est associé à sigma 1, 50. E'2 est associé à sigma 2, 25. Et E'3 est associé à sigma 3 qui est égal à moins 75 mégapascal. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur le calcul des directions principales parce qu'on a fait assez d'exercices là-dessus. Donc je vais vous montrer uniquement le calcul et après on va extraire la matrice de passage. On va commencer d'abord par la première direction principale, E'1 qui est associée à la contrainte principale sigma. Donc je vous rappelle que pour déterminer les directions principales, on détermine un vecteur qui représente le sous-espace propre qu'on appelle X'. Ce vecteur X', il est déterminé par l'équation matricielle, sigma moins lambda par la matrice identité, qui multiplie X égale à 0. Et ce vecteur X, il a pour composante X, Y, Z, et nous obtenons 3 équations scalaires pour déterminer X, Y et Z. On continue le calcul pour déterminer la direction principale E'1 associée à sigma 1 égale à 50 mégapascal. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur ce calcul qui est affiché. Donc on retrouve les 3 équations scalaires. On résout ce système pour passer de l'espace propre au vecteur propre, ensuite à la direction principale E'1 qu'on trouve égale à 1/5 de 0, moins 3, 4. Les coordonnées de ce vecteur dans la base R. Calcul de la deuxième direction principale. E'2. C'est une direction qui est évidente. Voyons. Donc sigma E'2 qui est associé à sigma 2 égale à 25. Cette matrice, c'est la matrice du tenseur de contrainte dans le repère principal, R', et cette matrice, c'est la matrice du tenseur contrainte dans le repère R. Or,
pour la contrainte de 25, on voit que c'est une contrainte principale évidente et sa direction est évidente. C'est-à-dire E'2 est égal à E1. E'2 est égal, est égal à E1, c'est-à-dire 1, 0, 0. Maintenant, pour la troisième direction principale, on va la déterminer par le produit vectoriel. Donc, pour sigma 3 égale à moins 75 mégapascal, E'3, c'est E'1 vectoriel E'2. Et en faisant le produit vectoriel, on va trouver le vecteur de la E'3, c'est-à-dire la troisième direction du repère principal. Donc, ayant les trois vecteurs E'1, E'2, E'3, on va passer maintenant au calcul de la matrice de passage. Une fois déterminées les directions principales, il est aisé maintenant de déduire la matrice de passage PR'. Alors, pour arriver à déduire cette matrice de passage, il suffit d'écrire les composantes de chacun des vecteurs E'1, E'2 et E'3. Donc vous voyez que c'est E'1, E'2, E'3 sont exprimés en colonnes. Donc chacune des composantes qui est sur la première ligne, c'est E1, E2 et E3. Donc vous avez le premier vecteur, ses composantes, E'1, le deuxième vecteur E'2, ses composantes, et le troisième vecteur, je veux dire vecteur direction principale, E'3, et elle est donnée par cette colonne. Et on détermine aussi la matrice de passage transposée R', transposée. Nous déterminons le vecteur normal au plan n dans le repère principal, qui est donné par ce produit matriciel. La matrice de passage R' transposée par n étoile qui est exprimée dans le repère R. Donc on fait ce produit matriciel, nous avons la matrice de passage, le vecteur n étoile, et nous obtenons le vecteur n dans le repère principal. Comme nous travaillons sur le plan de Moore, donc il faut traduire ces composantes du vecteur n en termes d'angles. On va calculer les angles alpha, bêta et gamma, et ensuite déterminer dans le plan de Moore qui sont doublés 2 alpha, 2 bêta et 2 gamma. Donc vous voyez, on a n qui est un tiers 1, 2, 2. Donc, c'est les projections de ce vecteur dans la base principale, c'est-à-dire respectivement sur le vecteur E1', E2' et E3'. Donc, N1 est égal à cosinus alpha, est égal à 1 tiers. Donc, alpha est égal à 71 degrés. Donc, 2 alpha, c'est 142 degrés. Parce que dans le tricercle de Moore, hein, on travaille avec des angles qui sont doublés. N2, c'est cosinus bêta, qui est égal à 2 tiers.
Donc bêta est égal à 48 degrés, donc 2 bêta c'est 96 degrés. 1,3 c'est cosinus gamma, c'est 2 tiers, donc la même chose, 48 degrés, et 2 gamma c'est 96 degrés. Donc dans le tricercle de Mohr, nous avons besoin du tricercle de Mohr qu'on a déjà défini, et nous aurons besoin de ces angles-là afin de déterminer le vecteur contrainte et ses deux composantes normales et tangentielles pour le plan qui a pour normale n. C'est ce qu'on va voir dans la diapositive suivante. Après avoir déterminé le vecteur normal au plan par rapport au repère principal, et par conséquent les angles alpha, bêta et gamma, nous allons procéder à la détermination du vecteur contrainte par la méthode des angles. Pour ce faire, nous définissons l'angle de alpha, c'est-à-dire que les angles sont doublés dans le plan de Mohr, de alpha à partir de sigma 1 sur le grand cercle de Mohr. Ça va nous donner ce point d'intersection avec ce rayon. Il est de même, nous définissons l'angle de bêta à partir de sigma 2 sur ce cercle de centre au 1. Donc l'intersection de ce cercle avec ce rayon va nous donner un autre point. Et à partir de ces deux points, nous traçons deux arcs de cercle. Le premier arc de cercle, il correspond aux extrémités du vecteur contrainte pour les plans dont n1 en valeur absolue est constante et n1 est égal à cosinus alpha et alpha est connu. Et pour cet arc de cercle, il correspond aux plans pour lesquels n2 en valeur absolue est constante et n2 est égal à cosinus bêta et bêta aussi il est connu. L'intersection de ces deux arcs de cercle nous donne un point d'intersection et c'est ce point d'intersection qui constitue l'extrémité du vecteur contrainte. Ce vecteur contrainte a pour origine l'origine du repère, l'origine du plan de Mohr O, et pour extrémité l'intersection de ces deux arcs de cercle. Nous pouvons aussi dessiner le troisième arc de cercle, mais pour vous expliquer que ces trois arcs de cercle concourent au même point, donc on a considéré uniquement deux arcs de cercle. De toute façon, si les arcs de cercle ne coïncident pas au même point, c'est-à-dire s'ils ne concourent pas au même point, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Une fois trouvé l'extrémité de ce vecteur, nous allons le projeter sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire θ, pour retrouver la composante tangentielle, et nous le projetons sur l'axe des abscisses Tm pour déterminer la composante normale du vecteur contrainte. Nous allons relever les longueurs de ces segments de droite à l'aide d'une règle graduée avec une résolution de 1 mm pour ensuite les traduire en mégapascal en se servant de l'échelle qui est de 5 mégapascal par centimètre. Alors vous avez affiché la composante tangentielle et la composante normale. On voit bien que la composante normale est dans le sens opposé par rapport à Tn, c'est-à-dire qu'elle est négative, et nous enregistrons et nous relevons la longueur de ce segment de droite que nous multiplions par 5, c'est-à-dire l'échelle, pour le traduire en mégapascal. Voilà, vous avez donc il est négatif. Donc le résultat, on va le trouver
négatif. Il est égal à moins 16,5 mégapascal. D'une manière similaire, nous relevons aussi la longueur du segment de droite qui correspond à T tau, c'est-à-dire la composante tangentielle. On va le mesurer à l'aide de cette règle graduée et que nous multiplions par l'échelle de 5 mégapascal par centimètre pour déterminer graphiquement la composante tangentielle. On va voir en fin de séance la comparaison entre ces valeurs qu'on a relevées, ces valeurs qui sont relevées par la méthode graphique, que nous allons comparer par rapport à la référence qui est le calcul analytique pour pouvoir vérifier la validité et la précision de cette méthode-là. Donc vous voyez que la composante tangentielle, elle est égale à 10,55 cm à longueur relevée que multiplie 5 et nous retrouvons comme vous voyez affiché ici, le calcul se fait par le biais d'une calculatrice. 10,55 par 5, ça va donner 52,75 mégapascal. Comme je l'ai souligné, on verra la validité de cette méthode-là en la confrontant avec le calcul analytique. Le second volet de la question 3 s'intéresse à la détermination par la méthode des rayons des deux composantes normales Tn et tangentielle Tτ du vecteur contrainte agissant sur la facette. La méthode des rayons consiste à tracer trois arcs de cercle concentriques respectivement aux trois cercles de mort. Donc on a ce cercle qui est coloré, ce cercle et ce cercle. Nous allons tracer trois cercles. Chacun trois arcs de cercle. Chacun de ces trois arcs de cercle est concentrique à l'un de ces trois cercles. Donc, on aura toujours un arc de cercle de rayon R1 en O1, un autre arc de cercle de rayon R2 et de centre O2, et un troisième arc de cercle de rayon R3 et de centre O3. Nous prenons par exemple l'exemple du cercle, de cet arc de cercle. Qu'est-ce qui va représenter cet arc de cercle? Il représente l'extrémité du vecteur contrainte pour toutes les facettes ou tous les plans pour lesquels la valeur absolue N1 est constante, c'est-à-dire des isovaleurs. Par exemple, si je prends N1 est égal à 1 tiers, donc toutes les facettes qui auront pour composante N1 égale à 1 tiers, leur extrémité de vecteur va se trouver sur cette courbe. Donc c'est une courbe qui est un arc de cercle qui représente des isovaleurs. Alors comment on calcule ce rayon? On l'a déjà vu au cours R1. Il suffit de connaître les composantes du tenseur de contrainte
dans le repère principal, pour qu'on ait sigma 1, sigma 2 et sigma 3, et de connaître les normales respectives. Donc si je calcule R1, je dois avoir N1. Par exemple ici, N1 c'est 1 tiers. Si je calcule R2, donc on doit connaître N2 qui est 2 tiers ici. Pour calculer R3, on doit connaître aussi N3 qui est égal à 2 tiers. Donc cette relation qui nous permet de calculer les rayons respectifs. Et chacun des arcs de cercle est concentrique à un cercle donné du tricercle de Moore qu'on va voir maintenant. Voici grosso modo l'explication de la méthode des rayons. On calcule maintenant les 3 rayons et on commence par le premier, le rayon R1. R1 est égal à racine carrée de sigma 2 moins sigma 3 sur 2 le tout au carré. Donc R1 c'est sigma 2 moins sigma 3 sur 2 qui est égal à 50. N1, on connaît N1 c'est 1 tiers. Sigma 1 moins sigma 2 ça donne 25. Sigma 1 moins sigma 3 ça donne 125. Et on fait ce calcul, nous trouvons R1 en termes de mégapascal, elle est à peu près égale à 53,36 mégapascal. Mais comme nous avons une échelle de dessin, et nous avons pris une échelle de 5 mégapascal par centimètre, donc ce rayon-là va se traduire sur le plan de Moore en un rayon R1 égal à 10,67 cm. D'une manière analogue, nous calculons R2 par cette équation qui est affichée. Donc racine carrée de sigma 1 moins sigma 3 sur 2 le tout au carré. Sigma 1 moins sigma 3 sur 2 représente grand R2, plus N2 au carré qui est égal à 2 tiers, sigma 2 moins sigma 3, sigma 2 moins sigma 1. Donc R2 en termes de mégapascal, elle est égale à 52,87 et en la traduisant avec l'échelle du dessin de 5 mégapascal par centimètre, on a un R2 de 10,57 cm. Le troisième rayon calculé, c'est R3, qui est donné aussi par cette relation. Racine carrée de sigma 1 moins sigma 2 sur 2 au carré. Donc sigma 1 moins sigma 2 sur 2, ça donne R3 qui est 12,5. Plus N3 au carré qui est égal à 2 tiers. Sigma 3 moins sigma 1. Sigma 3 moins sigma 2. En termes de mégapascal, R3 est égal à 75,58 mégapascal. Mais sur le plan de Moore, avec l'échelle considérée de 5 mégapascal par centimètre, R3 est prise comme égale à 15,11 cm. Après avoir déterminé les 3 rayons, R1, R2, R3, nous procédons à la détermination du vecteur contrainte par la méthode des rayons. Pour ce faire, on a tracé le premier arc de cercle de centre O1 et de rayon R1, le deuxième de centre O2 et de rayon R2. Les deux arcs de cercle concourent au même point, c'est l'extrémité du vecteur contrainte T de 1. Et nous avons vérifié aussi que la longueur R3 est égale à 15,11
cm, qui confirme que c'est bien ce point d'intersection des trois axes. Ensuite, on a projeté le vecteur Tn sur l'axe des abscisses et des ordonnées pour déterminer la composante normale qui est égale à moins 16,5 mégapascal, Tn, et la composante tangentielle aussi, qui est égale à 10,55 que multiplié par 5 et que nous trouvons les mêmes valeurs que précédemment qui sont données par la méthode des angles. Le troisième et dernier volet de la question 3 se focalise et s'intéresse particulièrement à la validation de la méthode graphique. Pour pouvoir évaluer la fiabilité de la méthode graphique, que ce soit la méthode des angles ou la méthode des rayons, nous comparons les résultats donnés par la méthode graphique avec ceux issus du calcul analytique. C'est le calcul analytique qui nous sert comme référence. Ceci en ce qui concerne le vecteur contrainte et ses deux composantes normales et tangentielles. Donc, on va faire le calcul analytique pour pouvoir faire la comparaison. Le vecteur contrainte, T, c'est le produit contracté du tenseur de contrainte avec la normale à la facette. Ces deux composantes, que ce soit le tenseur de contrainte ou la normale au plan, ils sont exprimés dans le repère principal. Donc on fait le produit matriciel. La matrice qu'on a déterminée, vous avez les composantes qui est formée par les contraintes principales. Le vecteur normal qu'on a déterminé par le biais de la matrice de passage. On fait le produit et nous retrouvons les composantes du vecteur normal. Donc pour calculer la norme, on prend la racine carrée de la somme des composantes au carré et nous trouvons que le vecteur contrainte, il a pour norme 55,277 mégapascal. On détermine ensuite la composante normale du vecteur contrainte, Tn. Tn qui est égal à n par le vecteur T. Donc ce produit matriciel, il va nous donner un scalaire qui est égal à moins 150 sur 9, qui équivaut à moins 16,67 mégapascal. Ensuite, on détermine la composante tangentielle, qui est donnée par la racine carrée de la norme du vecteur contrainte au carré, moins la composante normale au carré. Ce calcul donne une composante tangentielle égale à 52,7 mégapascal. Nous passons maintenant à la comparaison entre les deux méthodes. Nous allons maintenant comparer les résultats qui sont donnés par l'analytique avec le graphique, avec les deux méthodes, que ce soit la méthode des rayons ou la méthode des angles. On va comparer les valeurs qui sont déterminées, que ce soit pour la composante normale ou pour la composante tangentielle, qui sont exprimées en mégapascal. Donc, dans cette colonne, nous avons les valeurs analytiques qu'on a calculées tout à l'heure en mégapascal. Et sur ces deux colonnes, les valeurs qu'on a enregistrées graphiquement. On remarque que nous avons obtenu exactement le même résultat. Qu'est-ce qu'il faut noter d'abord? L'instrument de mesure est une règle graduée dont l'incertitude est due à la résolution, c'est-à-dire c'est une règle dont la résolution est de 1 mm. Donc l'incertitude, elle est égale à la moitié de la résolution, c'est plus ou moins 0,5 mm.
en tenant compte de l'échelle du dessin qui est égale à 5 mégapascales par centimètre. Donc on doit traduire cette incertitude qui est en termes de millimètres, on va la traduire en termes de mégapascales. Ceci se traduit par une incertitude sur la contrainte de plus ou moins 0,25 mégapascales. Donc qu'est-ce qu'on va constater? Par exemple, pour la composante normale, on a trouvé analytiquement moins 16,67. Pour les deux méthodes graphiques, on a trouvé moins 16,5, plus ou moins 0,25. Donc là, on constate que la valeur analytique, elle est dans l'intervalle de tolérance, ce qui valide les mesures effectuées. Il est de même aussi pour la composante tangentielle. La composante tangentielle, analytiquement, on a déterminé cette composante égale à 52,7 et par les deux méthodes graphiques, on a mesuré à 52,75 plus ou moins 0,25. On voit bien que 52,7 elle est à l'intérieur de cet intervalle de tolérance. Par conséquent, on se fait référent à ce calcul analytique, les valeurs déterminées, analytiquement bien sûr, sont à l'intérieur de l'intervalle de tolérance donné par les mesures enregistrées. Donc nous pouvons conclure, avoir la même conclusion qu'on a faite tout à l'heure avec la comparaison. La comparaison entre les deux mesures enregistrées et les calculs analytiques qui servent pour référence confirme la validité et la fiabilité des résultats donnés par les deux méthodes graphiques, que ce soit la méthode des rayons ou la méthode des angles. Voilà, sur ce se termine cette vidéo consacrée à une méthode graphique qui consiste à faire le tracé du cercle de Moore et en tirer le maximum d'enseignements. Je porte à votre connaissance que la prochaine vidéo sera consacrée à la loi de comportement en élasticité linéaire, connue sous l'appellation loi de Hooke. Au plaisir de vous revoir. À bientôt.